Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est donc un sens public un peu particulier que l'on vous propose ce soir, juste après les questions au gouvernement en direct. 45 minutes pour un débat 100% politique. On parlera notamment de ce début de panique qui gagne le camp présidentiel. On est à J-40 avant le scrutin européen. La campagne de Valérie Ayé ne décolle pas. Le RN de Jordan Bardella reste largement en tête. Et puis surtout la liste PS, place publique de Raphaël Glucksmann se rapproche sondage après sondage. Signe de cet affolement, le Premier ministre a finalement accepté de débattre avec le président du RN. Analyse de nos experts dans un instant. Mais d'abord, l'une des infos de ce mardi, c'est une autre liste qui peine à exister, celle du LR François-Xavier Bellamy. Depuis ce mardi après-midi, on connaît enfin celles et ceux qui vont l'accompagner dans la bataille. Samia Dechir avec Jonathan Dupriez. Il a fallu négocier âprement pour figurer en bonne place sur la liste des Républicains aux élections européennes. Crédité de 8% des intentions de vote, le parti peut aujourd'hui espérer 8 sièges d'eurodéputés. Dans la bataille, les sarkozystes ont tiré leur épingle du jeu. Nadine Morano, 6e, et Brice Hortefeux, 7e, sont tous deux en position éligible dans l'équipe menée par la tête de liste François-Xavier Bellamy, devant l'eurodéputée sortante Anne Sander, en 10e position non éligible. Un choix contesté par les sénateurs LR qui ont signé un courrier pour demander de retirer les deux anciens ministres sarkozystes des places éligibles, sans succès. C'est toujours un exercice difficile, mais je crois qu'on a veillé à avoir un équilibre à la fois territorial et puis entre l'expérience et le renouvellement, avec un début de liste quasiment intégralement renouvelé, puis la confiance aux sortants pour la deuxième partie. Parmi les nouveaux visages en très bonne position, l'agricultrice Céline Imard, numéro 2, suivie du général Christophe Gomard, puis de l'ancienne députée bretonne Isabelle Le Callennec. Sur cette liste-là, il faut, comme l'a dit Nadine, des personnalités qui soient ancrées sur le territoire, qui connaissent les préoccupations des Françaises et des Français. Nous, la Bretagne, on est une région qui est très concernée, par exemple, par l'agriculture, par la pêche, par l'énergie. C'est autant de sujets, en fait, qui font l'objet de textes de loi au Parlement européen. Donc c'est aussi là-bas qu'il faut aller se battre. Alors que le Rassemblement national, en tête des sondages, dévoilera demain les 35 premiers noms de sa liste, que celles de gauche ont déjà été arrêtées, la majorité présidentielle, elle, n'a toujours rien laissé filtrer. Il faut dire que la composition de l'équipe emmenée par Valérie Ayé est un vrai casse-tête. Seule une vingtaine de places éligibles sont à partager entre Renaissance et ses alliés Modem, Horizon et UDI. Il n'y a rien qui bloque, c'est juste que la majorité présidentielle, elle est diverse. Elle est composée à la fois de personnalités qui viennent de la gauche, d'autres qui viennent de la droite, d'autres qui viennent du centre. Effectivement, il nous faut du temps pour préparer et faire le meilleur équilibre pour que toutes les sensibilités qui composent la majorité présidentielle soient représentées. Il reste 3 jours à la majorité présidentielle pour résoudre cette équation difficile. La liste doit être dévoilée vendredi prochain. Les candidats pourront enfin entrer dans la course, où leur tête de liste Valérie Ayé se trouve pour l'instant bien seule. J-40 avant ce scrutin européen, les listes se forment et chez certains, l'affolement grandit. On en débat avec Gaël Slimane. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes président cofondateur d'Odoxa et vous publiez le baromètre du mois d'avril avec Mascaré, nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Beaucoup d'enseignements à en tirer, on verra ça ensemble. Sophie Dravinel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter au service politique du Figaro. Vincent Couronne, bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue, chercheur en droit européen, directeur du média Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation juridique. Et j'accueille Asdine Ahmed Chaouch. Bonsoir Asdine. Bonsoir. Bienvenue à vous, éditorialiste politique. Je commence avec vous, Sophie Dravinel, sur cette liste LR, ces investitures LR. En voyant les noms, c'est peut-être un peu dur, je veux dire, mais je me suis dit c'est un manque de moyens, un manque de personnel, un manque d'ambition. Ils ont déjà enterré leurs ambitions pour ce scrutin européen. Comment vous l'analysez, vous ? Mais écoutez, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y en avait assez peu qui étaient viables. Nadine Morano fait pression depuis longtemps pour être en très bonne place. Elle a un certain pouvoir d'influence, comme d'ailleurs Brice Hortefeux. Et ce non-renouvellement est aussi justifié, en tout cas chez les Républicains, par cet enracinement qu'ils veulent essayer de promouvoir pour se différencier, parce que c'est ça qui est extrêmement compliqué pour eux. Ils sont aspirés d'un côté par la liste, évidemment, celle du Rassemblement national, oui. Oui, du Rassemblement national, ou de Reconquête qui n'est pas très loin derrière.
Et de l'autre part, évidemment, ceux qui disent qu'il faut quand même que le parti présidentiel ne se fasse pas doubler par la gauche. Et donc, ils sont pris en tenaille entre les deux. Et c'est vrai que Christophe Gomard, pourquoi pas, l'officier de service qui a des états de service honorables. Et qu'on a reçu à de nombreuses reprises sur ce plateau. Absolument, et qui aime beaucoup les médias. Et du coup, mais c'est vrai que Nadine Morano, c'est compliqué. Elle a dit qu'elle a laissé entendre, y compris à des proches, qu'elle serait potentiellement aussi, pourquoi pas, sur une liste de Jordan Bardella. Donc elle a fait une sorte de chantage. Si je ne suis pas en position éligible, je vais chez Bardella. Mais en même temps, ce n'était pas très crédible parce qu'elle a pris il y a quelques mois la présidence du département de Meurthe-et-Moselle. Et donc, c'est quand même un ancrage local. Et de fait, elle compte sur elle. Elle va faire une vraie campagne. Et donc, tout ça ne dénote pas beaucoup disons, ils ne sont pas très à l'aise, pour le dire avec des mots diplomatiques. Avec des mots diplomatiques, peut-être un peu plus diplomatiques que les miens. Gaël Slimane, dans votre baromètre, vous testez à la fois l'adhésion et le rejet des personnalités politiques. Alors, on va le voir pour Valérie Ayé tout à l'heure, mais c'est intéressant aussi pour François-Xavier Bellamy, parce qu'il y a un différentiel. Si on regarde l'adhésion, elle est assez faible, elle est à 13%. Et quand on regarde le rejet, il est à 35%. Que peut-on dire de ce différentiel ? Et encore, François-Xavier Bellamy, ce n'est pas le pire en termes de code d'adhésion et de rejet sur notre baromètre politique. C'est vraiment, vous avez raison Thomas, la singularité de ce baromètre, c'est de proposer ce que les gens pensent en fait des hommes politiques. C'est-à-dire, tantôt ils sont dans de la sympathie, de l'adhésion, un sentiment positif, tantôt ils rejettent fortement, et le plus souvent, ils s'en fichent. Et ils disent, elle m'est totalement indifférente, cette personnalité. Et le problème de François-Xavier Bellamy, c'est plutôt, je dirais, le volet indifférence, où on est à 50%. C'est énorme. Et après, vous avez raison, sur le ratio adhésion versus rejet, on a un ratio qui est très défavorable, à 13 contre 35. Mais ce n'est pas le pire. Vous citiez Éric Ciotti il y a un instant. Alors Éric Ciotti suscite un peu moins d'indifférence, mais il suscite, lui, entre 3 et 4 fois plus de rejet que d'adhésion. Il n'y a aucune personnalité aujourd'hui de la droite parlementaire qui parvienne, finalement, quand vous regardez le résultat du baromètre, à susciter un minimum de sympathie ou d'adhésion et pas trop de rejet. Vous avez des personnalités, classiquement, qui font les deux. Marine Le Pen, par exemple, qui suscite... Beaucoup de sympathie, beaucoup de rejet. Qui suscite un gros taux d'adhésion, autour des 30% historiquement. Ce qui est quand même beaucoup dans la classe politique aujourd'hui. Et qui était, avant les exploits j'ironise, de Jean-Luc Mélenchon sur tout un tas de sujets, qui était de très loin la personnalité la plus rejetée. Et puis sa dédiabolisation, montrer des petits chatons, être de moins en moins présente, lui permet de susciter de moins en moins de rejets. Mais elle en suscite toujours beaucoup. Mais au moins, quand vous avez des rejets, il faut de l'adhésion. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre, et en fait, on le redira tout à l'heure, mais parmi les principales figures des européennes, vous avez les deux têtes de liste qui cartonnent et qui émergent, qui sont Jordan Bardella, toujours du rejet, mais par exemple, moins que Bellamy, on est à 25% de rejet seulement. Et presque autant d'adhésion pardon, 25% d'indifférence et presque autant d'adhésion que de rejet. Et vous avez Raphaël Glucksmann qui est en train de monter en régime. Notre ami Sancy, Yves Sancy, de Mascaré. Alors qu'on peut présenter, je ne l'ai pas encore présenté parce que je pensais lui donner la parole un peu plus tard. Mascaré qui est le partenaire d'Odoxa et de notre partenaire pour ce baromètre et qui scrute les réseaux sociaux. Mesure avant nous, sur les réseaux sociaux, des phénomènes qui vont s'imprimer ou pas dans l'opinion. Et il pourra vous parler de certaines personnalités, notamment il a relevé des choses intéressantes sur Rima Hassan, où là on voit qu'il se passe des choses. On en parlera effectivement tout à l'heure. Je reste sur François-Xavier Bellamy. Il met en avant une sorte de vote utile. Les listes RN ou majorité présidentielle, dit-il, font partie de groupes minoritaires au Parlement européen, contrairement à LR qui siège avec le premier groupe en nombre de sièges, le PPE. On écoute la tête de liste LR. Le débat européen, ce n'est pas M. Macron contre Mme Le Pen. Ça, au Parlement européen, ça n'existe pas. M. Macron fait partie d'un petit groupe central mais minoritaire, qui va devenir d'ailleurs de plus en plus minoritaire. Et Mme Le Pen fait partie d'un petit groupe minoritaire et marginal, et qui ne sert strictement à rien. Vincent Couronne, ce que dit François-Xavier Bellamy est juste, sauf que depuis hier, on ne sait plus très bien avec qui la droite européenne, on va dire traditionnelle, celle du PPE, va nouer des alliances.
Ça, c'est certain, mais ce qui est certain... Ursula von der Leyen a laissé entendre dans un débat qu'elle pourrait peut-être faire alliance avec Giorgia Meloni, avec certains partis, on va dire, nationalistes populistes. Oui, elle a effectivement annoncé qu'elle pourrait faire alliance avec Giorgia Meloni. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, elle essaye aussi de siphonner les alliances possibles avec le Rassemblement national. C'est-à-dire que le RN, aujourd'hui, il se retrouve assez isolé sur la scène européenne. Ils ne peuvent pas faire alliance avec Meloni, qui ne veut pas d'eux. Ils ne peuvent plus faire alliance avec l'AfD en Allemagne, qui devient de plus en plus infréquentable. Salvini en Italie, qui devait fournir des sièges pour le RN, parce qu'il pourrait être partenaire, probablement va se faire damer le pion par Meloni. Et donc, au final... Le RN fait une campagne très nationale contre Macron, pas une campagne européenne, et s'il se retrouve demain avec beaucoup de sièges au Parlement européen, sera en fait très isolé pour mettre en œuvre un programme qui n'est pas un programme européen. Mais, alors je reviens à Bellamy, alors ils ne seront peut-être pas très nombreux, hein, si la liste LR fait, on verra bien, 7, 8, peut-être peut-être moins, on verra, ça va être 7, 8 eurodéputés. Ils vont siéger dans un groupe qui fera peut-être alliance un peu plus sur sa droite qu'il ne le faisait jusqu'à présent. C'est ce qu'on peut imaginer, en tout cas. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais au Parlement européen, même s'il y a une poussée de l'extrême droite le 9 juin, il y aura quand même suffisamment de sièges entre le PPE, la gauche, les sociodémocrates et les partis du centre, Renew, mais aussi les écologistes, pour faire une coalition. Donc, vous ne croyez pas forcément un centre de gravité qui basculerait un peu plus vers l'extrême droite? Après, ça peut être un choix stratégique et politique de la part de von der Leyen d'essayer de se déporter sur l'extrême droite. Mais Giorgia Meloni le souhaite beaucoup. Et donc, elle fait tout pour rejoindre Ursula von der Leyen. C'est un objectif, une stratégie de poursuivre cette dédiabolisation. Et alors, un dernier mot concernant LR, Sophie Dravinel. On rappelle qu'il faut atteindre un seuil de 5% pour envoyer des eurodéputés à Strasbourg et à Bruxelles. Ça rappelle évidemment quelques mauvais souvenirs au LR. Valérie Pécresse, présidentielle il y a 2 ans, ce seuil n'a pas été atteint. Risque de bis repetita? Oui, absolument. Tout le monde, et en tout cas tous les parlementaires à qui je parle, sont très inquiets de cela. Et il est vrai, vous parliez de 7 ou 8 places, et Nadine Morano, dont nous parlions tout à l'heure, est à la 6e place. Et pour qu'elle soit élue, il faut qu'il fasse à peu près, si j'ai bien compté, autour de 7,5%. Et donc, ils n'y sont pas du tout. Et donc là, il y a une vraie inquiétude. Peut-être les 3 premiers, 4 premiers pourront y aller, mais cette inquiétude, elle est liée, comme je vous le disais, à cette tentative aussi poussée, dit-on, le parti présidentiel qui veut renforcer celui d'Éric Zemmour pour affaiblir Marine Le Pen, pour que le score au final ne soit pas trop fort. Et en fait, il y a des vases communicants très importants entre le parti d'Éric Zemmour et LR, au tout parti de LR. Et donc, c'est cette espèce de jeu un peu, je dirais pas pervers, mais politicien, qui risque de faire les malheurs des LR. Alors, on a vu s'afficher, Gaël Sliman, les intentions de vote. Je le rappelle, c'est une photo à l'instant T qui ne nous dit pas ce qui va se passer le 9 juin, mais qui est quand même très intéressante. On y revient, ces 2 dynamiques dont on peut parler, Gaël Sliman. Alors, il y a 2 dynamiques importantes. Bon, une dynamique, je ne sais même pas si on peut appeler ça dynamique, puisque ça fait peut-être 3 mois ou 4 mois. Ou un palier haut qui perdure. Un Jordan Bardella autour des 30%. Alors, selon les intentions de vote, les moments, il est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Dans notre intention de vote, il est à 32%. Donc, c'est un score complètement hallucinant. On n'a jamais vu l'extrême droite en France à une élection majeure, nationale, enfin d'envergure nationale, je ne parle pas au niveau local, réaliser de pareils scores. Vous avez raison Thomas, on verra si ça se confirme, mais quoi qu'il arrive... C'est assez stable. C'est assez stable, mais quoi qu'il arrive, le score est tel, l'avance est telle qu'on ne l'imagine pas ne pas finir avec une nette avance, qu'elle soit de 5 points ou de 10 points, ça c'est un autre débat. Ensuite, il y a la dynamique Glucksmann. Ouvrons un chapitre sur Raphaël Glucksmann. Alors, il y a la dynamique Glucksmann qui va avec la mauvaise dynamique Hayé. Vous voyez qu'Hayé perd 3,5 points par rapport à notre dernière mesure, à 15,5. Et quand vous regardez la dynamique Glucksmann, au 12% plus 1 point, on est dans la marge d'erreur statistique, mais la tendance, elle est bonne pour lui sur le temps long. Il y a d'autres sondages qui donnent un écart plus réduit. Encore une fois, marge d'erreur statistique entre chaque sondage. Mais ce que ça signifie, si on raisonne globalement, c'est que vous avez quelqu'un à gauche qui émerge parce qu'il y a des gens qui votent à gauche en France, ça existe, des électeurs de gauche, et qui se sentent orphelins depuis quelques années. Et ils regardent vers qui se tourner qui pourrait le moins mal les représenter. Et Glucksmann, en ce moment, il est assez en phase avec ce qu'on enregistre
dans les sondages sur tout un tas de sujets. On parle beaucoup, notamment en ce moment, du conflit israélo-palestinien, on parle de l'Ukraine et de la Russie, et il est sur un point d'équilibre de la plupart des Français, et alors pour le coup, vraiment de ce qu'attendent les sympathisants de gauche. Et il arrive à marquer des points par rapport à une Manon Aubry. Et là, vous avez à gauche une concurrence de listes entre Marie Toussaint, l'écologiste, et Manon Aubry, la LFiste, qui n'imprime pas. Et du coup, c'est Glucksmann qui en profite. Là, l'écart, je vous parlais de marge d'erreur statistique, 12 pour l'un, 15,5 pour l'autre, on est presque dans les marges d'erreur statistiques. Et l'un est en dynamique, Glucksmann, l'autre, Valérie est en baisse. Ça veut dire que l'hypothèse d'un croisement des courbes, elle ne peut pas être complètement exclue. Et on pourrait imaginer avoir finalement la liste Renaissance en 3e position. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce n'est pas impossible. Vincent Couronne, il y a la question du vote utile qui a profité à Jean-Luc Mélenchon il y a 2 ans à la présidentielle, et même, on peut le dire, 5 ans auparavant, avec des électeurs de gauche qui, au dernier moment, en voyant d'ailleurs les études d'opinion, se sont dit, bon, bah, ça ne sert à rien de voter pour le candidat ou la candidate PS, votons pour celui qui a le plus de chances éventuellement de se qualifier. Est-ce que vous diriez que là, le vote utile peut profiter à Raphaël Glucksmann, même si ce sont 2 élections très différentes, évidemment, présidentielle et européenne? Oui, déjà, c'est effectivement 2 élections très différentes, puisque là, c'est une élection à la proportionnelle. Il n'y a qu'un seul tour, donc on ne fait pas de stratégie de savoir qui pour qui je vote au premier tour, pour qu'il soit au second tour, ou pour éliminer des candidats que je ne veux surtout pas avoir au second tour. Là, ici, on peut se dire que le vote utile ne joue pas véritablement pour une élection comme le Parlement européen, d'autant plus que, même si je vais relativiser ce que je suis en train de dire là, d'autant plus que avoir peu de députés au Parlement européen, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas beaucoup d'influence. Ce qui permet d'avoir l'influence, c'est d'avoir un réseau dans le groupe. Manon Aubry, on en parlait, LFI n'a pas beaucoup de députés au Parlement européen. Ça n'a pas empêché Manon Aubry, française, de prendre la tête du groupe de la gauche au Parlement européen. Pareil pour chez LR avec Bellamy, s'ils ont peu de sièges, ça ne les empêchera pas d'être influents. À la différence du RN, qui, s'ils ont beaucoup de sièges, restent isolés parce qu'ils ne se coordonnent pas avec les autres groupes. Maintenant, ça n'exclut pas le fait qu'il puisse y avoir une forme de vote utile chez les électeurs, puisqu'il y a quand même aussi ce jeu, j'imagine, chez les électeurs, de course de petits chevaux. Et on sait très bien que celui qui va arriver en tête, notamment parmi les candidats de gauche, aura une dynamique pour après, notamment pour 2027. Connaissent ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire sur finalement c'est pour ça que je suis là. Le travail, mais heureusement que vous êtes là, et nous on fait ce travail, le plus souvent possible, ce travail pédagogique sur ce qui se passe au Parlement européen, à quel point les votes peuvent avoir un impact sur nos vies quotidiennes, et quel est le travail des eurodéputés, des alliances, cette façon de créer des alliances, des compromis qui n'est pas trop dans notre tradition ou dans notre culture politique. Mais moi, ce que je trouve intéressant sur le vote Glucksmann, et peut-être je vais me tourner vers vous, Sophie Dragnel, il y a une question aujourd'hui, c'est qu'on peut se poser, étoile filante ou tendance durable? C'est un peu tôt pour avoir la réponse, forcément. Et moi je n'aurais pas de réponse affirmative là. Il y a des tendances, effectivement, il est en progression. Il faut se souvenir de la dernière campagne, François-Xavier Bellamy avait aussi connu un moment comme ça, où il était assez haut, et où il avait été un peu l'étoile filante. Ensuite, il était tombé sur des sujets sociétaux, si je me souviens bien, je crois associés encore déjà à la fin de vie, et du coup, il s'était tassé, il était revenu sur le noyau et son socle conservateur LR. Et cette fois-ci, c'est compliqué de savoir si Raphaël Glucksmann va pouvoir déborder de ce que la gauche représente aujourd'hui, et c'est-à-dire mordre sur, évidemment, le parti d'Emmanuel Macron, où on entendait tout à l'heure Xavier Iacovelli dire qu'il était composé de gauche, de centre, de droite, etc. Est-ce que Raphaël Glucksmann va y parvenir? Il a une vraie influence aussi sur les jeunes via ses réseaux sociaux. Évidemment, ce n'est pas sa première campagne. On s'en souvient moins de la précédente parce que c'était Place Publique, et Place Publique, c'était un petit peu n'importe quoi. Il y avait eu des complications avec le Parti Socialiste, avec les écologistes. Là, il est vraiment associé au Parti Socialiste. La seule chose, et une dernière remarque, je me pose la question de savoir si ce n'est pas un tout petit peu tôt ce croisement potentiel des courbes, où même si on est à 40 jours, j'attends de voir ce que vont faire les suivants de liste, et notamment, je dirais pas des boulets, mais enfin tous ceux qui, au PS,
vont vouloir se refaire aussi sur un peu cette avancée de Raphaël Glucksmann et se dire, mais enfin, à nous la victoire aussi. Et donc revenir sur le devant du terrain et venir un peu brouiller les cartes de cette belle campagne. Oui. Dernier mot sur Raphaël Glucksmann. Gaël Slimane, je reviens vers vous avec le sondage sur l'adhésion. Oui. Parce que là, c'est quand même assez fulgurant comme progression. Sur l'adhésion, il y a 2 croisements de personnalités symboliquement intéressants. On a Raphaël Glucksmann, qui devient ce mois-ci, on verra si ça dure, la personnalité politique préférée des sympathisants de gauche. Il passe devant Jean-Luc Mélenchon, il passe devant Fabien Roussel, devant un certain nombre d'autres personnalités qui étaient avant lui auparavant, parce qu'il n'était pas si connu, même s'il était déjà présent aux Européennes de 2019. Ex-aequo avec François Ruffin, quand même. Oui, mais voilà. il est quand même à des... Et surtout, il rentre dans le top 10 pour la première fois. Et il rentre dans le top 10 pour la première fois. Et puis l'autre, c'est Jordan Bardella. Jordan Bardella, symboliquement, est passé devant Marine Le Pen en termes de code d'adhésion. Donc, ce qui est intéressant sur Raphaël Glucksmann, c'est qu'il y a 2 sujets. Il y a, va-t-il confirmer ou pas, un peu comme un Yannick Jadot en 2019, qui avait profité d'une forme de vote utile, c'est-à-dire des candidats, des électeurs qui hésitent entre plusieurs candidats de gauche et qui se disent, je vais choisir celui qui a le plus de chances de porter haut nos idées. Donc, est-ce qu'il va confirmer là-dessus? Et deuxième question, les élections européennes, très bien. Parler des Ouïghours, de la Palestine, parler de la Russie et de l'Ukraine, c'est assez légitime à une élection comme celle-là. Mais pour une présidentielle, les Français, ils vont attendre d'un candidat qui représenterait la gauche de gouvernement qu'il ait des propositions très fortes sur le pouvoir d'achat, le chômage, l'économie. Et là, on ne sait pas, donc il faudra voir. Heureusement, c'est dans 3 ans, donc on a le temps d'en reparler un certain nombre de fois. Vous l'avez évoqué, ce Jordan Bardella qui passe devant Marine Le Pen. Asdine, je me tourne vers vous dans ce débat. C'est la première fois qu'il devance Marine Le Pen. Oui, il y a 2 métaphores qui me sont venues spontanément. Quand j'ai commencé à écrire cet édito, évidemment, Frankenstein, Marine Le Pen a-t-elle créé le monstre qui finalement va tenter de la tuer? Et is no good, Jordan Bardella est-il le vizir qui veut devenir calife à la place du calife? Or déjà, on va analyser plus modestement que vous, M. Slimane, ces chiffres inédits. Certes, c'est une avance très légère, faut le dire. Jordan Bardella est crédité, je crois, de 36% d'adhésion contre 35% pour Marine Le Pen. Ils sont 2e et 3e du classement. Mais c'est la tendance qui est importante. Jordan Bardella progresse de 3 points, contrairement à Marine Le Pen, moins %. Les courbes, comme vous dites dans votre jargon, se croisent. Ça s'explique assez facilement. Le RN réussit sa campagne des européennes, scrutin qui lui est historiquement favorable. Jordan Bardella, tête de liste, en récolte logiquement les fruits. Et dans le même temps, Marine Le Pen, elle joue un peu les faire valoir. On l'avait vu par exemple à Marseille en meeting. En mars dernier, elle avait assuré, comme on dit dans le stand-up, la première partie de celui qu'elle a longtemps considéré comme un jeune lieutenant. La voir comme ça, ne pas conclure un grand meeting national diffusé en direct sur toutes les chaînes d'infos, c'était du jamais vu. Et ça ne lui a pas servi en étant le marchepied en quelque sorte de Jordan Bardella. Elle a aussi démontré qu'elle avait un rival sérieux pour mener de grandes campagnes nationales. Alors on pourrait dire que c'est un problème de riche pour le Rassemblement national, de personnalités sur le podium. On peut avoir cette vision-là, mais c'est oublier que derrière les postures collectives, la politique c'est avant tout un sport individuel. Donc pour la première fois depuis la fameuse scission du FN, période Le Pen-Maigret, 2 leaders vont peut-être s'affronter en interne, notamment pour une présidentielle 2027. Et ça pourrait être sanglant, car avec ce sondage, Jordan Bardella peut désormais brandir une adhésion nationale. Au-delà de ses simples sympathisants, il incarne la jeunesse, on le dit souvent. Il emporte avec lui les déçus des 2 défaites présidentielles de Marine Le Pen. Et surtout, Bardella possède un argument de taille. Il peut perforer le fameux plafond de verre du parti d'extrême droite en effaçant le nom Le Pen du bulletin de vote présidentiel. Un pas de plus vers l'oubli de l'héritage du Front National. Asdine, est-ce que ça pourrait... on pourrait imaginer un jour des primaires au sein du Rassemblement National? En prononçant cette phrase, je me dis, mais de quoi parle-t-on? Je vais un peu décrypter. On est au cœur du paradoxe du RN. Le parti veut montrer qu'il a la capacité de gouverner avec l'émergence de cadres crédibles, de parlementaires solides médiatiquement. Ça, c'est plutôt réussi. Et dans le même temps, il ne veut pas montrer qu'il est un parti comme les autres, puisqu'il perdrait un de ses fondements de son existence, se différencier des partis dits du système. Et comme les primaires, vous avez souri, ça ressemble un peu à une ancienne mauvaise idée des Républicains et des socialistes, pas sûr que cette voie soit choisie. Et si les 2 têtes d'affiche ne s'entendent pas, il faudra bien trouver une idée pour les départager. Conclusion, c'est peut-être ça la vraie normalisation du Rassemblement national, se déchirer en interne comme les partis traditionnels en fait. Donc ça, c'est pas nouveau au RN, des scissions, il y en a eu quand même un certain nombre. Mais alors, il y a plusieurs éléments très intéressants dans votre édito. Je commence par le nom Le Pen, Sophie Dravinel.
gommer le nom Le Pen. Est-ce que c'est encore un repoussoir pour une partie des électeurs français, peut-être tous ceux qui ont connu les outrances du père, quoi. En tout cas, c'est une génération qui n'en finit pas de se terminer. C'est un nom qui entraîne une génération qui n'en finit pas de se terminer. Tant qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, paix à son âme, mais enfin, tant qu'il est toujours vivant, cette purge est difficile. Je sais que beaucoup de livres vont sortir au moment de son décès, du décès du père, Jean-Marie Le Pen, qui est aujourd'hui très âgé, mais voilà, on souhaite à tout le monde de vivre le plus longtemps possible. Bien sûr. Mais en l'occurrence, au moment de son décès, tout ça va revenir. Et c'est quelque chose qui va émerger, qui va être fort, des livres, des publications, on reviendra. Et ça va être un moment compliqué à passer pour le RN. Est-ce que le processus actuel, c'est pas aussi de dire pour le RN, ça y est, on n'est plus une entreprise familiale? Oui, absolument. On est un vrai parti avec des règles, donc d'ailleurs avec des courants peut-être. Oui, voilà. il y en a toujours eu. Les courants, je ne sais pas, mais en tout cas des noms différents qui vont s'affronter avec des lignes différentes. Mais quand même, cette famille, cette histoire familiale marque considérablement le parti. Et il est vrai que tant que le papa est toujours là, l'histoire reste accrochée au parti. Et je ne sais pas si pourra émerger... Et puis, mais Jordan Bardella, n'oublions pas, il fait quand même partie du clan, puisqu'il est marié à une mais je voilà, le clan, je ne voulais pas dire ce mot, mais de fait, c'est tout à fait ça. On est dans un parti de clan familial, et on en connaît d'autres. Dans l'économie, enfin, c'est assez classique. Mais c'est vrai que le nom... Après, au-delà du nom, je pense que l'influence, quand même, je veux dire, la réalité, hélas, française, de violences quotidiennes, de difficultés vis-à-vis de l'immigration, difficultés économiques, d'abord d'ailleurs sans doute, dans les sondages, font que beaucoup se tournent vers le Rassemblement national et finalement le non, au final, sur le vote n'a peut-être qu'un intérêt Marion relatif. Maréchal, elle a enlevé le Pen, elle a demandé à l'enlever. Pendant longtemps, c'était un argument pour elle. Et maintenant, elle demande à ce qu'on appelle Marion Maréchal sur les plateaux télé. Oui, alors peut-être pour rebondir sur ce que disait Azine, on peut émettre une hypothèse sur ce que coûte le nom Le Pen. Parce que, rapidement, en un mot, 4 points de cote de rejet. C'est-à-dire que c'est le niveau de cote de rejet de plus qu'a Marine Le Pen par rapport à Jordan Bardella. Et aujourd'hui, on est à 1 point de plus pour Bardella en cote d'adhésion. Donc il y a quand même un petit élément qui joue. Mais Marine Le Pen a quand même elle-même largement réussi la dédiabolisation du RN-FN et de son nom à elle. C'est un duo-duel, en fait, on pourrait dire ça comme ça, ce duo Bardella-Le Pen. On jette un coup d'œil au code de popularité, d'abord du président de la République. C'est l'un des autres enseignements du baromètre Odoxa Mascaret. À la réponse, Emmanuel Macron est-il un bon président de la République? Les Français répondent non à 67%, 31% de oui. Et si on regarde la popularité de son Premier ministre, Gabriel Attal, 55% de non, est-il un bon Premier ministre, 44% de oui, avec une progression de 2 points. On peut déjà dire, je reste avec vous Gaël, il n'y a pas d'effet Emmanuel Macron pour Valérie Ayé. C'est-à-dire, il y a eu le discours, la Sorbonne 2, on n'en voit pas, vous avez fait ce sondage juste après, on n'en voit pas les résultats. On a fait exprès d'attendre le discours de la Sorbonne et que les gens il avait entendu, à peu près 35% des Français seulement y ont été exposés. On avait fait un sondage pour le Figaro là-dessus d'ailleurs. Et on voit que c'est pas qu'il n'y a pas eu d'effet, c'est qu'il y a probablement eu un effet négatif, puisque vous avez un delta, un écart de 13 points sur entre la popularité du Premier ministre et celle du Président, alors qu'il est en poste depuis 6 mois, Attal. Donc il n'y a pas le côté nouveau. Enfin, là, vraiment, il y a un hiatus énorme. Il y a vraiment un rejet particulier d'Emmanuel Macron, au-delà même de sa politique. Et puis, vous l'avez dit à juste titre, sur Valérie Ayé, c'est moins 3,5 points. Alors que dans le sondage que nous avons publié pour le Figaro, on avait demandé aux Français, à votre avis, est-ce que le président s'est exprimé pour promouvoir l'Europe, défendre l'Europe, ou est-ce qu'il l'a fait parce que c'est un discours de campagne pour promouvoir sa liste? Je caricature un peu la question, mais et l'immense majorité des Français disaient non, c'était un candidat en campagne qui voulait qu'on vote pour sa liste. Donc ils ont une vision très négative de ce discours de la Sorbonne, nos concitoyens, sur le principe, et le résultat, c'est plutôt négatif pour Valérie Ayé et négatif pour Emmanuel Macron. Yves Sancy, je me tourne vers vous. Enfin, pourrait-on dire, pardon de vous avoir fait attendre aussi longtemps, parce que c'est intéressant, c'est intéressant de voir que Valérie Ayé est la cible de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le paysage a été très très bien décrit. J'adhère totalement à tout ce qui a été dit. Notamment le fait qu'on se retrouve dans un combat où
ou en tout cas dans des confrontations qui sont des confrontations de personnalités, qui sont plus des confrontations de partis politiques sur les réseaux sociaux. C'est comme si les partis politiques reculaient et qu'on avait une sorte de combat, de confrontation entre ces différentes personnalités. Certaines occupent un podium de rejet, comme Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marion Maréchal également. D'autres, comme Jordan Bardella, évidemment, on va dire qu'il profite de l'engouement pour son style. Il ne faut pas négliger, par rapport à la question que nous nous posions tout à l'heure avec Marine Le Pen, un engouement pour son style personnel. Et on est obligé de reconnaître que le FN devenu RN n'est plus un boulet pour les candidats globalement d'extrême droite. Yves Sancy, pardon, je vous interromps parce qu'il nous reste assez peu de temps. La question portait sur Valérie Hayé, cible des attaques de l'extrême droite. Je veux bien que vous nous disiez les infos que vous avez là-dessus. J'allais y venir, c'est-à-dire qu'on revient sur Éric Zemmour et Marion Maréchal, qui en réalité, c'est le même écosystème que Jordan Bardella. Donc, dans les analyses, il faut bien comprendre on voit bien sur les réseaux sociaux qu'il y a une stratégie qui regroupe le RN et Marion Maréchal, c'est-à-dire que ça monte en réalité ce volume-là à 38% en réalité. Et au moment du débat entre Marion Maréchal et Valérie Hayé, on a vu une série d'attaques extrêmement violentes qui venaient des soutiens de Marion Maréchal vers Valérie Hayé. C'est-à-dire que finalement, Valérie Hayé, elle est cornérisée, c'est-à-dire que soit elle suscite de l'indifférence, et ça a été suffisamment dit, soit elle suscite un rejet violent, et ce rejet violent vient de l'extrême droite. Et donc, elle est dans une situation où elle est cornérisée entre ces deux situations, et si elle ne bouge pas, si elle ne sort pas de ses cordes, évidemment, ça risque d'être compliqué pour l'issue du scrutin. Merci beaucoup Yves Sancy. Adhésion, rejet, quand on fait le différentiel, c'est moins 22 points aussi pour Valérie Hayé. On parlait débat, tiens, on va faire venir là-dessus, il nous reste quelques minutes, parce que pour venir en aide à Valérie Hayé, dont cette liste peine à décoller, le Premier ministre a finalement accepté de venir débattre avec Jordan Bardella. Là-dessus, on écoute le député RN Julien Oudoul, il s'en félicitait ce mardi sur France Info. Pendant des mois, Gabriel Attal ne souhaitait pas débattre avec Jordan Bardella. Je vois que les lignes bougent, et tant mieux. Vous savez, nous, on est toujours ouverts au débat d'idées, à la confrontation, parce que c'est ce qui éclaire les électeurs et c'est ce qui leur permet de faire leur choix démocratique. Et le choix est important le 9 juin. Alors, sauf que je me permets de rappeler, Jordan Bardella, pour l'instant, il a refusé tous les débats à 8 qui lui ont été proposés, notamment le premier débat qu'on a organisé. Vincent Couronne, sur l'enjeu d'un débat comme celui-là, comment vous imaginons, on se projette, ça va être une date importante, hein, Bardella, Attal. Comment vous imaginez, est-ce que d'après vous, ça peut faire frémir un électorat dans une élection européenne ? Vaste question. Déjà, pour les élections nationales, on a du mal à voir souvent qui est le vainqueur d'un débat et la traduction dans les urnes. Pour un débat européen, j'imagine que c'est encore plus compliqué vu que c'est un scrutin qui est différent de ce à quoi on a l'habitude en France. Donc, en réalité, je n'ai pas de réponse à votre question. On est dans la personnalisation et dans la nationalisation d'une campagne, alors que vous nous l'avez expliqué. Il y a tellement d'enjeux européens sur les textes qui seront votés dans cette mandature dans les 5 années à venir. Ça, c'est certain. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Valérie Hayé a besoin de figures nationales qui ne postulent pas, enfin, qui ne sont pas candidates pour les élections, venir essayer de l'aider. Emmanuel Macron, Gabriel Attal et d'autres. Et donc, on est dans un phénomène qui n'est pas nouveau parce que les élections européennes, depuis quelques mandats, elles se sont un peu nationalisées parce qu'à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant 2014, quand on élisait nos députés, c'était sur des circonscriptions régionales. Aujourd'hui, on a une grande circonscription nationale et donc, du coup, le débat est forcément nationalisé. Alors, le Parlement européen a une idée pour essayer de casser un peu cette dynamique, c'est d'avoir des listes transnationales. C'est-à-dire qu'on élirait une vingtaine, une trentaine de députés qui seraient sur une liste européenne. Et voilà, pour essayer de européaniser un peu le débat. J'ai peur que ça ne booste pas la participation. Mais bon, sur ce débat, peut-être votre avis, Sophie de Ravinel, un Jordan Bardella qui, pour l'instant, quand même, contrairement à ce que dit Julien Oudoul,
a tendance à jouer l'évitement. Là, il va devoir se dévoiler. Ils vont se dévoiler et je pense que ça va être un combat de coq, sinon un combat de chef, parce qu'ils sont tous les deux extrêmement politiques, extrêmement puissants en matière de communication. C'est vrai que Jordan Bardella attire les regards et Gabriel Attal est capable de canaliser sa communication de façon assez impressionnante. Et donc, de les voir tous les deux en débat, ça va être assez... C'est une vraie prise de risque pour Jordan Bardella, quand même. Parce que pour l'instant, il est un peu caché. On dit lui qu'il peut être un peu juste sur certains dossiers un peu économiques. Là, il va devoir sortir un peu. Mais en fait, pardon, excusez-moi, ni l'un ni l'autre ne sont vraiment excellents sur le fond. Sur les dossiers, Gabriel Attal, il faut savoir que c'est quand même beaucoup de la communication. Jordan Bardella aussi. Et donc, en fait, de voir les deux qui vont chercher à s'attaquer sur leurs points faibles respectifs tout en les évitant, je pense, et je recommande à tout le monde de le regarder parce que ça va être une leçon de communication politique particulièrement aiguë. Vous suivez ça de près, élection après élection. Vous avez déjà vu un débat faire basculer une élection ? Alors, vous l'avez dit, vous avez raison. Très souvent, on a des médias qui, après un débat, retiennent « vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur le président de la République », etc., en disant « ça a fait l'élection ». A posteriori, quand on regarde l'évolution des données d'intention de vote et le résultat du scrutin, pas forcément. Il y a quelques cas de figure, c'est plutôt qu'il ne faut pas se planter. Vous avez le cas de figure quand même, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron en 2017, c'est un cas d'école. Où de toute façon elle était partie pour perdre l'élection, mais avec les honneurs, et où elle le reconnaît elle-même d'ailleurs, elle s'est tellement pris les pieds dans le tapis lors du débat qu'en termes de niveau, de standing, ça n'a pas été. Et moi je rejoins ce que disait Aziz, c'est une prise de risque pour Jordan Bardella qui caracole en tête en étant un peu caché, en esquivant. Mais en même temps, c'est une super opportunité. Il se retrouve face à la star de la Macronie, qui est plus une star dans le gouvernement qu'Emmanuel Macron lui-même, du point de vue de l'opinion. Du point de vue de l'opinion. Qui a été présenté comme l'arme anti-Bardella. Qui est l'arme anti-Bardella, qui est un Premier ministre quand même assez populaire compte tenu du contexte et de l'impopularité de son président, et arriver à l'affronter, et ne serait-ce que rivaliser avec lui, ce qui est tout à fait possible parce que ce sont deux très bons communicants. Moi, je pense que ce serait plutôt un atout pour lui. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a poussé Gabriel Attal à y aller ? C'est possible. À mouiller la chemise, en quelque sorte. C'est possible. Ils sont en fait vraiment dans un corner parce que Valérie Hayé n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne en matière de communication. Sur le fond, on attend de voir ce que ça va donner dans les débats. Et là, en fait, il y a aussi, on peut voir des tas de choses. C'est-à-dire qu'il est obligé, il a été poussé par Emmanuel Macron parce qu'ils sont obligés de sauver cette liste. Ils doivent sauver la face pour la suite. Et donc, pour Gabriel Attal, qui doit lui-même sauver sa face pour son avenir. Et Emmanuel Macron, pour sa sortie, entre guillemets, et sachant que Emmanuel Macron, ayant poussé Gabriel Attal, se dit aussi, s'il se plante, ce sera quelques points de... popularité en plus pour moi, si lui en a moins. Ce qui n'est pas sûr, mais ça en fera moins pour Attal. À suivre, et ça nous fera des très bons thèmes de débat. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat dans Sens Public et à bientôt sur Public Sénat. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à très vite sur notre antenne. Bonne soirée.